bonjour à tous. Bonsoir plutôt, ce dimanche soir. On va laisser juste une petite minute, le temps que tout le monde arrive à se connecter, mettre le petit mot de passe qui va bien pour qu'on aborde ce sujet de comment planifier sa saison 2024 en le mois de novembre. Ça approche, quelle course je m'inscris, comment je m'entraîne. C'est un petit peu maintenant effectivement qu'on commence à planifier tout ça et Yves va nous en parler. Donc on va juste attendre un petit 19h. 31, 32, que tout le monde arrive gentiment. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On prendra un petit temps à la fin si vous avez des questions sur ce qui a été dit. Et puis c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à partager ce lien. Vous avez des amis qui sont triathlètes et qui ont besoin de planifier leur saison. N'hisitez pas à partager en tout cas ou sur les prochains webinaires. Euh, Aucun souci là-dessus. Écoute, on va gentiment commencer, juste simplement pour vous présenter Finisher Triathlon. On est une structure d'organisation de stages de triathlon, du coup, avec des thématiques des fois un petit peu différentes, de 100% swim, des stages swim bike run, comme on vient de faire aujourd'hui. On vient de finir un stage 3 sports, ou des stages back and run, des stages plutôt orientés trail, des stages spécifiques transition, par exemple. Donc voilà, différents types de stages, tous orientés autour du triathlon, sur du format plutôt week-end ou 3 jours maximum. Beaucoup ont lieu en Île-de-France, mais pas que. On va aussi repérer les plus gros spots de stages de triathlon, que ce soit Deauville, les Sables d'Olonne ou autres spots où se passent de gros triathlons. Donc voilà pour présenter rapidement Finisher Triathlon, et on aborde effectivement ces thématiques, tout ce qui tourne autour du triathlon via ces webinaires. Et aujourd'hui, ça sera donc Yves qui nous présente le webinaire. Je te laisse te présenter, Yves. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Yves Trinidad, entraîneur de triathlon depuis 2012, maître nageur depuis 2003, et, euh, et je pratique le triathlon depuis 93. Donc, niveau planification, je devrais pouvoir vous apporter pas mal de réponses si vous avez des questions et si j'ai oublié de parler de certaines choses pendant le webinaire là. Pour refaire du riz, Paul. Donc, à la fin, on pourra en discuter si j'ai oublié d'aborder certains points. Je le fais. Je vais désactiver les sons. Ouais, les micros. Je vais essayer de faire ça. Donc, c'est parti? Eh ben, écoute, allons-y. Ouais. Donc, pour ce soir, le sommaire. Donc, on va voir comment placer ses objectifs principaux, combien on peut en mettre. Suite à ça, on va voir les objectifs secondaires, à quoi ils servent. Les objectifs de séance. À chaque fois, je détaillerai à quoi ça sert. Les objectifs de test ou les tests tout court, comment les placer en fonction de tout ce qui a été vu avant. Les différentes phases en fonction des objectifs placés. Puis enfin, des exemples de séances, en tout cas plutôt des thèmes. Et enfin, un exemple concret pour une planification. Donc, on commence par les objectifs principaux. Pour placer un ou deux, voire trois objectifs, à chaque fois, il faut essayer de se poser plusieurs questions. Donc, au niveau ça s'appelle la méthode de SMART. Donc, S comme spécifique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est un triathlon S, XS, M ou Ironman? Ça, c'est une question qui est pas assez précise. Si vous voulez, à chaque fois que vous posez une question, il faut détailler. Donc, triathlon XL, c'est bien, mais c'est pas assez détaillé. Il faut aller un petit peu plus loin. L'Ironman de Nice, 3800 mètres de natation, 180 en vélo, 2400 mètres de dénivelé positif et ensuite un marathon sous le soleil. Voilà, il faut bien poser toute la spécificité de votre objectif principal pour en tirer des choses intéressantes pour placer ensuite des entraînements adaptés à votre objectif. Triathlon XL, c'est pas assez précis. Ensuite, on mesure. C'est pas assez de dire je vais juste nager, je vais juste rouler. Non, on pose bien les distances avec les ratios. Par exemple, si vous faites une compétition comme Nice avec beaucoup de dénivelé positif, on peut poser le ratio dénivelé positif en fonction du kilométrage. Ce qui fait qu'ensuite, on peut adapter ça sur le transposer sur les entraînements, de façon à toujours se rapprocher du ratio dénivelé positif en fonction du kilométrage. Si vous allez nager dans l'eau froide, progressivement, s'orienter vers des lacs ou des piscines où vous savez où l'eau est froide. Voilà. En gros, ici, il faut essayer de mesurer les choses, la difficulté pour les adapter aux entraînements.
Ensuite, est-ce que mon objectif est adapté à moi, à mes ambitions, à mon planning professionnel, etc. Donc, juste dire, si je travaille 50 heures par semaine, que je dors mal, etc., que je dors que 5 heures, est-ce que envisager un Ironman, c'est possible? On peut se poser la question, puisque ça va quand même demander pas mal d'entraînement, de préparer des compétitions importantes, en tout cas dont le volume d'entraînement est important. Donc, toujours bien réfléchir à ça. Euh, la compétition, la distance que je veux faire en fonction de mes disponibilités professionnelles et personnelles, puisqu'il faut éviter quand même de venir rogner sur le temps perso. C'est bien d'être accompagné, même si c'est un sport individuel, c'est quand même bien d'avoir le soutien de ses amis et surtout de sa famille. Donc, bien mesurer les horaires de piscine, les horaires de club, les stages, faire le point sur tout ce qui vous entoure, le matériel, et ensuite on peut adapter tout ça pour son objectif principal. Donc, est-ce que c'est réalisable? Là, on peut voir par rapport à sa saison précédente ou en tout cas de vos acquis sur d'autres sports. Admettons, si vous débutez le triathlon, vous ne savez pas nager, etc., et que le vélo, vous n'en avez même pas encore eu un vrai vélo de triathlon, de cycliste. Commencer par un triathlon de type Ironman sans expérience, ça peut être délicat. Donc, bien mesurer le gap qu'il y a entre votre niveau de sport actuel et celui que vous souhaitez atteindre. Donnez-vous du temps. Si vous avez déjà une expérience, que vous êtes un cycliste aguerri, commencer une saison de triathlon, 180 km, c'est la partie la plus difficile. Ça peut être envisageable, surtout si vous êtes déjà coureur et que vous savez un petit peu nager. Vous voyez, il faut toujours essayer de peser le pour, ce que vous savez faire et ce que vous envisagez de faire pour votre compétition principale. Donc là, faire tout poser sur papier, bien mesurer si c'est réalisable. C'est comme ça qu'on va pouvoir mesurer si c'est possible. Et ensuite, au niveau du temps, bon, se dire après une soirée bien arrosée, se dire tiens, un jour je vais faire un triathlon, c'est pas assez précis. De façon, c'est bien de mettre une date. Comptez le nombre de semaines, donc ici 32 semaines. C'est important de bien mesurer le temps que vous avez pour vous préparer, puisque on ne devient pas, en termes de progression, il faut toujours compter 3 à 4 semaines de développement pour que le corps puisse s'adapter à des efforts spécifiques. On ne devient pas endurant en une semaine ou deux. Non, il faut poser les bases. Ensuite, il faut développer la course spécifique avec les allures de course. Donc, tout ça demande plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est important de poser le nombre de semaines. Donc, j'avais eu sur Instagram, j'avais posé la question s'il y avait déjà des questions qui pouvaient venir. Trop de choix, lequel choisir de triathlon? C'est vrai qu'il y a sur le planning qui est proposé par la FF3, il y a beaucoup de choix. Donc, et la question inverse, je sais pas quoi choisir, c'est-à-dire que j'ai pas d'idée. Donc ça, il y a un petit conseil que je donne, c'est sur un fichier, peu importe lequel de fichier, vous notez toutes les compétitions que vous aimeriez faire un jour, compétition de cœur ou pour accompagner un ami sur une compétition à faire à deux, ou en tout cas on s'accompagne pour y aller. C'est bien de tout noter, comme ça pour la saison suivante, eh bien, vous n'avez plus à chercher. Tout est déjà noté. Celle-ci, vous cochez. Celle-ci, elle est faite. Celle-ci, elle n'est pas faite. Tout de suite, vous pouvez d'emblée, au lieu de rester dans le flou, savoir ce que je vais faire, vous pouvez d'emblée cibler les compétitions que vous souhaiteriez faire plus tard. Et combien d'objectifs principaux par saison? Il faut compter que vous pouvez en faire 1, 2, voire 3. Certains vont vous dire qu'on peut en faire plus, notamment les professionnels. Vous en avez le nouveau record, par exemple, sur Ironman. Il a fait 105 Ironman en 105 jours. Donc, voilà. En gros, on peut en faire beaucoup, mais si vous voulez avoir un pic de forme, 1, 2 à 3 objectifs principaux dans l'année, dans la saison, c'est déjà très bien, surtout que nous ne sommes pas des professionnels. On a une vie pro et perso à côté. Donc, mesurez bien les choix et faire en sorte qu'ils ne soient pas trop proches. Donc, une fois qu'on a posé les compétitions, les objectifs principaux, on s'attarde sur les objectifs secondaires en vue d'atteindre sa performance pour les objectifs principaux. Donc, les objectifs secondaires vont avoir un objectif
de distance, c'est-à-dire progressivement, je peux choisir un objectif secondaire pour progressivement atteindre l'objectif de distance de la compétition principale, ou une compétition secondaire avec plus ou moins les mêmes conditions extérieures, chaleur, froid, etc. Choisir une compétition en vue de travailler sa stratégie de course, tester le matériel. Je choisis une course, si je prépare un half Ironman, je vais faire 2 ou 3 triathlons M avec l'équipement de mon half Ironman pour tester, et également tester les produits diététiques, que ce soit des poudres, barres, gel, etc. Je vais tester mon matériel. Et tout ça, je le fais en amont pendant les entraînements, et je teste en grandeur nature sur les objectifs secondaires. Donc, ces objectifs secondaires, on peut en placer autant qu'il y a d'objectifs principaux, voire on peut le doubler en gros. Donc, si vous avez 3 objectifs principaux, vous pouvez faire 3 objectifs à 6 objectifs secondaires. Ensuite, les objectifs de séance. Donc là, en gros, c'est pour mettre un petit peu de séance ludique. Au lieu de vous faire une séance difficile tout seul dans votre coin, vous pouvez choisir une compétition sur le thème de votre objectif principal. Donc là, mettons que vous avez un Ironman à faire, vous allez pouvoir placer, pourquoi pas, un trail de 30 km, ce qui va simuler un temps de course d'Ironman, par exemple, avec l'allure. Si vous avez un 10 km, enfin, une séance très difficile avec beaucoup de fractionnés pendant la semaine, au lieu de faire ça tout seul dans votre coin, vous pouvez très bien faire une compétition qualitative avec donc un 10 km à fond. Vous allez être entouré de gens, ça va être motivant, ça va être stimulant. Donc, c'est bien de faire des petites compétitions de séances. Donc, en gros, ça remplace une séance. Au lieu de faire une séance tout seul dans votre coin, vous allez pouvoir faire un 10 km à fond. Ensuite, vous allez pouvoir faire, en fonction de votre état de forme, une compétition sur la fatigue. Donc, admettons, vous allez faire un 10 km le dimanche, mais la veille, vous allez rouler 80 km en vélo. Ça va vous faire une pré-fatigue. Et le lendemain, vous allez faire un 10 km à fond. Mais ça va simuler finalement une pré-fatigue comme celle que vous allez avoir sur un triathlon. Ensuite, vous allez pouvoir tester un régime spécifique, soit hyperglucidique, soit hyperlipidique, soit un régime scandinave, c'est-à-dire qu'on mange très peu de glucides en début de semaine pour créer un manque, et ensuite on rajoute beaucoup de sucre pour pouvoir avoir une réserve de glucidique, de glycogène dans le corps. Donc tout ça, c'est bien de le tester sur des compétitions de type séance. Vous testez ça à l'entraînement. Comme ça, il n'y a pas de surprise sur le jour de la compétition. Parce que, par exemple, le régime scandinave, ça marche pas sur tout le monde. Et enfin, c'est pas mal aussi de faire en sorte de choisir des compétitions en fonction de l'horaire de votre objectif principal. Si vous avez une compétition qui démarre très tôt et que ça commence par la natation, essayez de trouver une compétition de nage libre qui commence le matin, ou une cyclosportive qui commence en fin de matinée. Vous voyez, essayez de caler votre objectif de séance en fonction des horaires de votre objectif principal, pour que le corps apprenne à être réveillé et actif au bon moment et au bon endroit. Ensuite, une fois qu'on a placé tous ces objectifs, on peut placer des tests en amont pour toujours vérifier et mesurer son niveau de performance. Donc, en natation, on peut faire des tests de VMA, vitesse critique, amplitude. Il n'y a pas que de l'intensité. On peut également travailler sur sa technique en vérifiant l'amplitude, la cadence de bras, mesurer son endurance, etc. En vélo, on mesure sa puissance critique, le couple de force que l'on applique sur les pédales, voir si ça progresse, la fréquence de pédalage, et pareil, des tests d'endurance. En course à pied, la VO2, la vitesse à VO2 max, autrement dit aussi la VMA, si vous préférez, l'allure critique, la cadence de pas, le stiffness et le coefficient de raideur de votre foulée, si par exemple vous avez un capteur Stride ou d'autres capteurs qui mesurent ça. Ensuite, la diététique, mesurer votre poids. La perte hydrique, si vous êtes votre compétition en plein cagnard, c'est bien de mesurer ses pertes hydriques pour apprendre à en perdre le moins possible et éviter d'être totalement déshydraté. Faire régulièrement 1 à 2 analyses de sang, surtout si vous faites du long, pour mesurer s'il n'y a pas de carence
dans votre corps, parce qu'une fois qu'ils arrivent, bien souvent c'est trop tard, autant anticiper. Si vous faites de la musculation, faire des tests sur 1RM, c'est pour savoir, vous mettez en commentaire si vous savez pas ce que c'est 1RM, j'en parlerai à la fin. Mesurez vos équilibres musculaires, voir s'il n'y a pas de problème, si c'est aussi fort d'un côté que de l'autre. Mesurez également votre souplesse ou en tout cas votre mobilité, ce qui permet de voir s'il n'y a pas des blocages. Et si on constate qu'il y a des blocages, autant aller voir un ostéopathe, un chiropracteur pour qu'il vous débloque. Et ça vous permettra d'éviter sans doute des blessures et en tout cas de vous permettre de vous entraîner plus longtemps. Donc tout ça, c'est en fonction de votre matériel, hein. N'achetez pas forcément, on peut faire de très bons tests sans investir dans beaucoup de matériel. Donc adaptez les tests en fonction de tout ce que vous avez chez vous. Si vous avez des questions sur le matériel, n'hésitez pas aussi, on pourra en parler en fin du webinaire. Une fois que vous avez tout ça qui est placé, principaux, secondaires, séances et tests, on va pouvoir placer différentes phases. Donc la première phase, c'est souvent un développement général. Donc c'est ce que je disais, il faut compter 2-3 semaines minimum à chaque fois, mais c'est bien d'en faire un petit peu plus. Donc là, en hiver, on fait beaucoup de préparation de développement général avec entretien des forces, amélioration de ses faiblesses, identification de ses forces et faiblesses. C'est là où on fait l'analyse de sa saison précédente. On a forcément bien noté ce qui nous manquait. On a bien vu ce qui est là où on était fort. Donc, c'est le moment d'entretenir nos forces, nos points forts et d'essayer d'améliorer ses points faibles. Ensuite, on développe de manière spécifique ses entraînements. Plus on approche de ses objectifs, de son premier objectif principal, on développe spécifiquement ses capacités, on développe quoi, on développe de plus en plus avec la bonne allure d'intensité, l'allure de course, intensité de course, on se rapproche de plus en plus. Ensuite, une fois qu'on arrive à 1 à 2 semaines de la compétition principale, on surcompense, c'est-à-dire qu'on baisse un petit peu le volume, on garde de l'intensité, mais on baisse quand même le volume de l'intensité. C'est pas, on baisse l'intensité, on garde le même niveau d'intensité, mais on en fait un petit peu moins. Ensuite, on essaie de garder la même fréquence pour pas que le corps se mette en sommeil et pense qu'on est en coupure. Il faut qu'il comprenne qu'on est toujours actif. Simplement, on baisse le volume pour qu'il ait le temps de se régénérer et c'est comme ça qu'on crée un pic de forme. Une fois qu'on a fait notre compétition principale, on récupère 1 à 2 semaines selon la compétition. C'est-à-dire que là, j'ai bien mis 1 semaine minimum. Après un Ironman, on peut avoir besoin de 2, 3, voire 1 mois de récupération. Après, sur certains ultra-trails, on peut avoir besoin de 2 mois de récupération. C'est pas forcément musculaire, mais c'est au niveau tendineux et les cartilages, ils prennent cher. Donc, selon son volume d'entraînement, donc selon le développement général que l'on a pu développer au tout début, ça conditionne la récupération après sa compétition. Plus vous allez faire un gros volume, 10, 15, 20 heures, 30 heures d'entraînement, si vous faites 30 heures par semaine, par exemple, un Ironman, ça peut se récupérer en 1 semaine. Si vous faites que 10, voire moins d'heures d'entraînement par semaine, un Ironman, ça va vous demander quasiment 3 semaines. Et enfin, on peut en faire une en mi-saison, mais aussi donc en fin de saison, une coupure ou de la régénération. Là, on diminue le nombre de séances, on diminue le volume. On en profite pour faire de la réflexion sur sa saison passée. Donc là, on est en plein dedans. Et on planifie la suivante. On fait un petit bilan sanguin pour voir si tout s'est bien passé. Et on fait le point. Donc ça, la récupération, on place une petite semaine de récupération de temps en temps pendant sa phase de développement et pendant sa phase de spécifique. Donc les séances maintenant. Donc là, comme je disais, je vais pas rentrer dans le détail pur et dur des séances. Je vais vous donner des thèmes. Donc on peut travailler et développer son endurance, ça c'est souvent au début, avec du volume, basse intensité, filière anaérobie à lactique. Donc ça concerne des petites accélérations de 10-15 secondes. Ça reste de l'endurance en fait. Même si vous allez très vite, tant que vous dépassez pas 15 secondes, vous allez taper dans de la créatine phosphate et ça ne génère pas de lactate, donc d'acide lactique. Ça ne fatigue pas beaucoup en fait. Ça va entretenir d'ailleurs votre vitesse de base, c'est très bien. On peut faire des exercices de respiration, etc. Mais du moment que ça reste de l'endurance.
Ensuite, on peut travailler en endurance de force, c'est-à-dire, par exemple, en vélo, on met un peu plus de braquet, ça crée une pré-fatigue, ou alors on essaie de faire beaucoup de dénivelé. En course à pied, les descentes, ça crée de la fatigue musculaire avec de la casse musculaire. En natation, on travaille avec plaquettes et élastiques aux chevilles. Voilà, plein de petits exercices comme ça. On peut travailler en thème de seuil aérobie. Donc là, c'est un petit peu plus rapide que l'endurance, mais on reste quand même en aisance respiratoire. Ici, on va travailler la résistance à la fatigue en endurance, la résistance à la fatigue physique. J'ai dit 2 fois là, visiblement. J'ai pas changé. Donc c'est résistance à la fatigue et résistance physique. Et ensuite résistance mentale aussi. C'est un petit peu plus dur de tenir cette allure. Donc on travaille le mental. Seuil anaérobie. Donc là, on essaye de repousser le seuil de lactique de façon à pouvoir tenir et à augmenter sa vitesse à son allure de course. On travaille la force-puissance, la force-vitesse, etc. Puissance aérobie, pardon. Donc là, c'est de la PMA, genre VMA, etc. Donc là, c'est de la haute intensité, très, très haute. En musculation, on peut faire un petit peu d'hypertrophie, mais pas trop. On n'est pas là pour gonfler, nous. On va surtout faire de l'endurance de force, de la force-vitesse, etc. avec du matériel. C'est intéressant d'avoir quelques petits mouvements à faire quand on est bloqué à la maison, quand il fait pas beau, etc. On peut faire du travail sur les jambes au lieu d'aller faire du vélo. Ou en tout cas, pour égayer un petit peu une séance de home trainer. On fait un petit peu de home trainer et un petit peu de renforcement. N'oubliez pas la mobilité et votre souplesse de toutes les articulations le plus possible. S'il y a un blocage, ça va impacter les muscles. Donc, c'est bien de travailler tout le temps la souplesse. Ensuite, la technique, surtout en natation, forcément. Donc, travaillez votre technique de crawl, travaillez un petit peu les transitions, des transitions simples, c'est-à-dire que vous allez juste faire du vélo et de la course à pied. Pendant l'hiver, c'est délicat de faire du multi-enchaînement, puisque en course à pied, on a tendance à surchauffer bien avec une protection. Et quand on remonte sur le vélo, la vitesse de déplacement fait que l'air ambiant, l'air ressenti est encore plus froid. Donc, l'hiver, faire du multi-enchaînement, c'est délicat, à moins de rester en salle. Travailler, c'est l'occasion de travailler la technique de votre foulée, faire le point, etc. Travailler aussi le mental. Vous avez peut-être l'occasion, si vous rencontrez un préparateur mental pour vous aider en visualisation, ancrage, placer des routines, travailler sur votre respiration et votre confiance. Tout ça, c'est le bon moment de mettre tout ça en place. Ça vous aidera en compétition, notamment sur des départs en triathlon où il y a en mass start. Des fois, on se prend des coups, l'eau est froide, on est dans un environnement où on voit pas grand-chose. C'est bien de pouvoir visualiser, placer sa respiration pour éviter le stress. Et au niveau énergétique, c'est bien aussi si vous voulez tester des choses, c'est le bon moment. Là, on est en pleine préparation hivernale. C'est bien d'investir éventuellement dans une nouvelle marque si vous vouliez essayer et de repérer la marque qui sera sur vos compétitions principales. Bien souvent, en amont, ils disent quelle marque sera distribuée sur les ravitaux. C'est le moment d'acheter la même marque pour la tester si elle vous convient. Si elle vous convient pas, vous allez pouvoir utiliser les sacs de ravitaillement personnalisés puisque vous savez que ce qui va être proposé, ça va pas passer. Autant anticiper à ce moment-là. Donc là, je passe sur l'exemple. Un petit exemple, on va dire, on part sur l'Ironman de Nice. Comme on a vu au tout début des slides, il y a 32 semaines de préparation. C'est le 16 juin 2024. Donc, la dernière semaine sera en affûtage. La semaine 31 aussi. Affûtage sur compensation, c'est un autre mot, mais la préparation en elle-même, le contenu, c'est la même chose. Donc, pas de prise de tête là-dessus. Ensuite, 3 semaines d'entraînement spécifique, une petite semaine de récupération. Là, après, juste avant la semaine vous voyez, par contre, là, il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut toujours partir de la compétition principale et revenir au jour d'aujourd'hui. Il faut pas dire ça au jour d'aujourd'hui. Et revenir à aujourd'hui, ok? On part de la fin pour revenir au début. Comme ça, c'est plus facile pour reposer les semaines d'entraînement spécifique. Donc, avant la récupération, on peut en profiter pour faire une compétition secondaire de type Alpha Ironman pour préparer en fait et voir si on est bien calé pour son Ironman.
Donc ça, c'est inclus dans la préparation. C'est pas, il y aura pas beaucoup de surcompensation. Donc ça fait partie de la préparation spécifique. Petite semaine de récupération. Là, on replace, on peut, c'est pas obligatoire, on peut placer de nouveau une compétition secondaire pour toujours en vue. Si jamais, par exemple, celui-ci, la première compétition secondaire se passe mal, ça permet en 3 semaines de réajuster soit la stratégie alimentaire ou de course. Ça permet de voir si son matériel est bien efficace, s'il n'y a pas de brûlure, parce que certaines trifonctions peuvent donner des brûlures, des inconforts, etc. Revoir un petit peu le matériel et pourquoi pas réajuster. On a encore 3 semaines de développement, on peut réajuster encore l'entraînement. Hop, pardon. Ensuite, préparation générale, 3 semaines. Vous voyez, là, je place une petite série de tests à mi-parcours entre les 3 semaines de développement. Je place des tests ici, tests vélo, donc test de puissance, test de vélocité, etc. On place tous les tests là. Ensuite, une petite compétition de séance, par exemple une cyclo. Au lieu de faire une longue sortie avec les potes le dimanche, et ben là, vous faites une cyclo sportive. Comme ça vous met en situation de course. Ça égaye un petit peu aussi la préparation. Un petit peu donc toujours préparation générale. On replace des tests. Récupération. On replace une compétition de séance, de type séance. Donc là, ça peut être un semi-marathon, par exemple, en vue toujours de préparer le marathon de l'Ironman de Nice. Là, bien en amont, je prépare un semi-marathon. C'est inclus dans l'entraînement. Préparation générale, une récupération, une compétition de séance, dont là, on peut placer éventuellement un 10 km. Hop, c'est l'inverse. Un petit peu de tests aussi, des tests en course à pied qu'on pourra confirmer sur la compétition la semaine d'après. Une récupération, entraînement général, on récupère. Là, un petit peu de tests en natation et en vélo. On attaque la début de saison, on commence à refaire des tests pour faire le point. Et là, on est en période de régénération et on élabore, on est en période de coupure, voire de régénération. On élabore sa saison qui arrive. Voilà. Merci pour votre écoute. Et j'ai vu qu'il y avait quelques questions, il me semble. Je te redonne la main, Angélique. Oui, pas de souci. N'hésitez pas effectivement à poser vos quelques questions et surtout à nous partager effectivement si vous avez déjà en tête les objectifs 2024, n'hésitez pas à nous les donner. Et même si vous avez déjà en tête les objectifs secondaires que vous souhaitez faire ou si vous vous posez la question sur lesquels sont les mieux à placer, c'est le moment effectivement de nous poser ces questions-là. En question, on avait effectivement Edouard qui demandait est-ce que c'est conseillé de faire un marathon 2 mois avant un Ironman ou trop risqué? Est-ce que Edouard est un coureur à pied de base? Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais, je cours assez souvent, ouais, j'ai déjà fait plusieurs semi-marathons, mais pas encore de marathon. Alors, c'est pas une bonne idée. Un marathon, ça va vous demander quasiment 1 mois de récupération. Et ce mois de récupération, c'est autant de temps perdu pour la préparation de votre Ironman. Ok, ça marche. Merci. On a une petite question aussi de Romain qui nous demandait quel matériel simple est-ce que tu peux recommander pour faire les mesures dans les 4 catégories que tu as mentionnées? Si on peut Matériel, en fait, c'est juste un chronomètre. Le test VMA, en général, c'est entre 300 et 400 mètres en natation. Donc là, on mesure sa vitesse. Donc il suffit d'un chronomètre. En course à pied, pareil. On fait en général 4 tours de piste pour un 1600 mètres. Et c'est très facile. Le temps que vous allez mettre, la distance que vous allez parcourir. Ah non, pardon. Vous courez 6 minutes à fond autour d'une piste et la distance que vous avez parcourue, ça vous donne votre VMA, en fait. Si vous avez fait 1600 mètres en 6 minutes, 1600, eh ben, c'est 16 km heure. Vous avez une VMA de 16 km heure. Donc là, pareil, c'est juste un chronomètre. En vélo, c'est plus délicat. Ça sert à rien de faire un test de vitesse en vélo puisque la vitesse en vélo est beaucoup influencée par le vent et le dénivelé. Donc ici, on peut éventuellement, si vous n'avez pas de capteur de puissance, faire des tests de vélocité. Donc il faut quand même un capteur de cadence pour travailler sa vélocité de façon à pas toujours pédaler en force. C'est souvent ce qu'on voit en triathlon, c'est que les gens pédalent en dessous de 70 tours minute.
c'est bien de développer sa vélocité, donc monter progressivement à 80, 85 tours minute, voire 90 tours minute. Donc ça, c'est un test qui peut être intéressant de faire un test de vélocité. Après, Donc il y ça, a des tests sur Zwift, je sais pas ce que tu en penses. Tout ce mais il qui faut est... un capteur de puissance. Ah Il oui, faut, oui, il mais faut toi, un si home tu as un home trainer, trainer, c'est que tu en as. voilà. En général, tu as le capteur de puissance avec. Donc, ça dépend. Alors, en fait, on peut connecter à Zwift sans capteur de puissance. D'accord, ok. Il y a un capteur de vitesse sur la roue et un capteur de cadence, et Zwift interprète la puissance. Mais c'est juste une interprétation. C'est pas forcément fiable et c'est délicat, quoi. Mais ça peut éventuellement déjà dépanner, ouais. Tu as rapidement parlé de Stride, tu veux en dire un mot? Oui, il y a quelqu'un qui a posé une question? Non, c'est moi. Ah, ok. Donc, Stride, c'est un capteur de puissance pour la course à pied. Ils viennent de sortir un nouveau modèle où on peut mettre sur les deux chaussures, mais avec juste un pod qu'on place sur la chaussure, on peut avoir sa puissance en course à pied. Et de cette façon, ça permet de s'entraîner comme en vélo. Au lieu de gérer son allure de course avec la vitesse simplement, et ben on gère avec la puissance. C'est-à-dire que le capteur, lui, va détecter si vous êtes vent de face ou si vous êtes dans une côte, et vous allez pouvoir, en regardant votre montre, doser votre effort en gardant toujours la même puissance. Et vous êtes beaucoup moins frustré du coup, parce que dans les côtes ou vent de face, on a toujours envie de garder la même vitesse, mais en fin de compte, on se grille. Avec la puissance, vous allez pouvoir garder le même niveau d'intensité et vous serez moins frustré, même si la vitesse se baisse. Simplement, le capteur va vous aider à rester dans la bonne zone d'intensité. Ça marche. Philippe nous demande comment intégrer dans la préparation d'un format L la préparation d'une cyclosportive qui aura lieu 2,5 mois avant, 2 mois et demi. Bah, ça, par contre, c'est très bien, ça, une cyclosportive 2 mois et demi avant. Donc, comment l'intégrer? Bah, il suffit de faire des longues sorties avec les potes le dimanche jusqu'à arriver plus ou moins, je sais pas, elle fait combien de kilomètres la cyclo? 146. Ouais, bah c'est très bien, 146 kilomètres en groupe, ça va super bien passer parce qu'avec le drafting, c'est pas 146 kilomètres seul que vous allez faire, ça va être 146 kilomètres avec du drafting, ce qui fait que, en grosso modo, l'effort que vous allez donner dans les 146 kilomètres correspondra à l'intensité que vous allez mettre sur un L tout seul, en fin de compte. Donc c'est 2 mois et demi, c'est très bien. Je sais pas si je réponds à la question par contre. Ouais, c'est clair, merci Yves. Ok. Et Philippe nous demandait aussi c'est quoi un 1RM? Ouais. Alors oui, voilà. Donc un RM, c'est une répétition maximale. Vous êtes en développé couché, par exemple. Vous voulez connaître le 1 RM. Donc vous mettez des poids. Voilà, vous arrivez à en faire plusieurs. Bon, c'est pas ça mon 1 RM. Vous remettez des poids. Vous commencez à pouvoir en faire que 3, 4. Bon, c'est pas encore mon 1 RM, etc. T'as compris le principe. J'en mets plein de poids et à un moment donné, je peux en faire qu'un seul. C'est mon 1 RM. Et à partir de ce 1 RM, on peut donner des pourcentages de poids pour travailler la force-puissance, la force-vitesse, la force d'endurance. Donc voilà, ce 1RM permet de découvrir le poids et de donner les pourcentages pour travailler spécifiquement le thème de force que je veux développer. Ouais, c'est un jargon qu'on voit beaucoup en muscu ou en cross, Oui. effectivement, c'est un RM. Moi, j'avais une question aussi. Est-ce que je suis obligée de faire des courses secondaires? Parce que c'est un budget quand même, tout ça. Si on regarde ton petit schéma, j'en ai presque 2, 3, voire 4. Ouais. Si je veux arriver à l'Iron en ne faisant que l'Iron, est-ce que je vais y arriver? Non, c'est pas obligatoire de faire les courses secondaires, hein. C'est juste, ça permet de se rassurer. Et du coup, je Donc, fais quoi? Quelque chose de maison ou pas? oui, ouais, un entraînement maison en fait. Tu Ok, te fais, pour un Ironman par exemple, bah, tu te fais ton Half Ironman toute seule. Tu vas à la piscine, tu as ton vélo dans la voiture, hop, tu fais ton tour de vélo, et puis ensuite tu ranges ton vélo dans la je voiture. demande à quelques personnes sur le bord de la route de m'encourager comme ça. Oui, pourquoi pas. Et tu peux donner rendez-vous à des amis pour qu'ils viennent t'accompagner soit en vélo, puis ensuite d'autres pour t'accompagner en course à pied, d'autres pour venir en natation avec toi, pour te taper dessus, pour simuler un vrai triathlon. Non, mais je t'inviterai pas, Yves. Ça va, merci. Dommage.
Souvent on a cette question, mais effectivement, ça dépend combien de temps je dois me préparer selon un format M, L. Est-ce que toi, tu as une règle en tête de un M, il faut au moins 6 semaines, 12 semaines? Est-ce qu'un L, il faut 6 mois, un Iron, un an? Des fois, c'est des choses qu'on entend. Est-ce que toi, tu as ton avis là-dessus? J'ai un avis qui est assez large, on va dire. Je me base toujours en fonction de l'expérience de l'athlète en question. Donc, quelqu'un qui n'a rien fait, qui fait que des S ou qui démarre le triathlon, là, en gros, je vais lui demander, ça serait bien qu'il programme ça sur 9 mois pour un triathlon, pour un Ironman, 6 mois pour un half et 3-4 mois pour un M, par exemple. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, on peut raccourcir ce délai-là. Tac. Ok. Il y a Olivier qui nous demandait quand faut-il faire des enchaînements en vélo course à pied? En fait, on peut quasiment en faire toute l'année. Avec Là, dès cet hiver, là, on peut déjà en faire. Tu fais une sortie de vélo et après tu enchaînes faire simplement 10 minutes, un quart d'heure de course à pied. Donc même pas besoin de se changer, hein, tu gardes ton cuissard de cycliste. Ça fait un peu bizarre de courir avec la protection aux fesses, mais voilà, au moins tu gaspilles pas toute l'équipement à laver. Après tu remplis le tambour de la machine, c'est si tu te fais engueuler. Mais non. Donc voilà, non, simplement garder pour habituer ton corps à lui dire maintenant je suis un triathlète. Donc tu poses le vélo, paf, tu pars 10-15 minutes et progressivement le corps va s'adapter et tu pourras repousser. C'est-à-dire que quand tu vas arriver en début de la saison de triathlon, 15-20 minutes, ça va te paraître facile. Alors que si tu ne le fais pas pendant cet hiver, euh, quelque part, tu vas avoir du temps à rattraper pour t'habituer à être un triathlète. Donc 15-20 minutes, 30 minutes, tu montes comme ça tout l'hiver jusqu'à 1 heure et tu verras, ce sera beaucoup plus simple ensuite quand la saison de triathlon va arriver. Les transitions vont se faire naturellement et beaucoup plus facilement et tu pourras faire d'ailleurs des multi-enchaînements, vélo-course, 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 etc. Puisque là, il fera chaud, tu auras aucun risque d'avoir froid. Et ces multi-enchaînements, tu pourras en faire plusieurs pour te préparer à un véritable triathlon intensif surtout. Et comment je décide quel type de séance je me fais dans... Toi, tu fais des semaines thématiques, je sais pas, endurance, technique, force, ou tu mixes un peu chaque type de séance dans la même semaine? Non, ouais, il faut des thèmes. Il faut des thèmes, sinon le corps a besoin de minimum 2 semaines. C'est mieux 3. C'est mieux d'avoir 3 semaines de développement d'un thème. Sinon l'organisme il comprend pas ce qui se passe et finalement il le développe pas. Donc c'est 3 semaines d'endurance, 3 semaines de technique. Enfin, j'associe les deux en général. La technique c'est pas forcément très intensif. Donc je mets l'endurance et la technique. Ensuite, je peux faire 3 semaines de développement très intensif et arriver à la compétition, je vais faire 3 semaines de développement allure de course. Mais voilà, c'est des thèmes où je reste 3 semaines minimum. Donc, je peux faire 3, 4, 5, 10 semaines. Tant que je suis pas fatigué, je place pas de semaines de récup. Mais ça, c'est l'expérience qui, depuis le temps, je place une semaine de récupération que quand j'en ai besoin. Je vois que tu mets jamais 3 semaines de récup en tout cas. Non. Mm. C'est trop long, on se désadapte. C'est trop long. J'ai vu, mais mes pastilles préférées sur la slide d'avant, c'était les bleus clairs, c'était la récup. Bien repéré. Edouard nous demande, pour une prépa Ironman, combien d'heures en moyenne de natation versus la course à pied versus le vélo? Quelle est la bonne balance entre les trois? Alors, en natation, c'est bien d'avoir 2 heures. En vélo, par semaine, hein. C'est bien, ouais, c'est ça. Combien Oui, d'heures oui, c'est en par moyenne semaine. par Bon, il te semaine, ouais. met quand même l'info qu'il est plutôt à l'aise en vélo et en course à pied. Ok. Donc là, on va dire qu'en préparation hivernale, on peut axer sur la natation alors. Donc là, 3-4 heures de natation, on en profite, on reste au chaud dans l'eau chaude. Le vélo, on peut en profiter pour en faire un petit peu moins, surtout pour Edouard qui est donc bon cycliste, il a une bonne expérience de cyclisme, donc on peut rester sur 2 voire 3 séances, 2 sur home trainer et la sortie du week-end avec les copains. Et en course à pied, on peut faire 3 séances de course à pied, on peut monter jusqu'à 3 heures. Donc avec tout ça, 3 heures de natation, 3 heures de course à pied, et peut-être les 3 heures de vélo avec les copains et placer 2 séances de 45 minutes sur home trainer dans la semaine. Ça fait du 11h30, c'est à peu près. On est à Voilà, 11 11 ans, ouais. heures.
11 heures et ce n'est que l'hiver. Ça va pas être Ouais. marrant après, Edouard. Après, quand les beaux jours arrivent, c'est bien de replacer plus de vélos. Donc, des vraies séances en extérieur en semaine, 3 fois 1 heure. Et si possible, 2 séances le week-end, une le samedi en pré-fatigue et une autre le dimanche avec les copains. Donc là, ça monte relativement vite après, hein. Merci Yves. Bon, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y aurait des dernières questions? Personne nous a partagé son objectif d'ailleurs 2024. Ouais. 2024. Si, Edouard, c'est un Ironman, visiblement, C'est vrai, Edouard. c'est vrai. On ne sait pas lequel, on ne pourra pas le suivre, mais Nice, super. Ok. Avec 10 heures d'entraînement par semaine, on peut faire un Ironman, mais il faut pas envisager de courir sur le marathon. Et oui, Vincent, il fait le Bayman. En full. Ouais. Le L de Tours. Ok. Et Vincent, il est partout. Oui, il est partout. L de Gravelines, beaucoup de L, effectivement. 2 Iron et du L. Gravelines et Tours aussi. Et puis je vais en Vincent, tu es sur profiter toutes pour les faire courses. On a dit 3 objectifs max. Bon, il Non, en a mais écrit c'était 3 pour second- l'instant, mais je pense qu'il n'a pas fini d'écrire. c'était secondaire. Oui, voilà. L'IOTA, c'est secondaire. Ok, ça marche. Et puis, ouais, voilà, le L, c'est une course secondaire pour préparer. Et Voilà, oui, exactement. 73 Dex aussi pour Audrey. Là, ça, la prépa, il faut commencer effectivement avec ça arrive vite. C'est un des plus tôt, hein, du coup, je pense dans la liste qu'on nous a donnée. ouais, c'est vrai. Ça va être le premier qui arrive, Aix-en-Provence. Donc, ouais, Edouard, faut pas avoir peur sur en gros, 10 heures d'entraînement par semaine. Un Ironman, ça passe. Faut, dans les temps, en plus, surtout si vous êtes pro du vélo, on va dire, c'est là où on gagne le maximum de temps. Donc, vous sortez de l'eau. Après, c'est votre spécialité. Ça va bien se passer parce que vous avez de l'expérience du cyclisme. Vous allez pouvoir gérer correctement. Et après, sur le marathon, vous allez sans doute partir en courant. C'est pas un problème. Vous allez courir 5, 10, 15 kilomètres. Et à chaque ravito, prenez le temps de bien marcher. Parce qu'avec 10 heures d'entraînement par semaine, on ne peut pas avoir assez de course à pied pour que la résistance musculaire suffise. Et il y a tôt ou tard, vous allez marcher, mais c'est pas un problème. Marcher sur un Ironman, euh, tout le monde marche la plupart du temps. Même les pros, on les voit à Hawaï, hein. Ils marchent, il y en a qui marchent sur les ravitaux, ils prennent le temps de s'asperger. Voilà. Sur Ironman, on marche. Il y a des messages encore. Olivier dit, j'ai fait 3 fois le full de Nice avec 10 heures, ça passe bien. Voilà. Ça fait du bien de lire un peu ça, effectivement, à chaque Oui, fois. oui, oui. Faut pas croire qu'il faut faire 20 heures d'entraînement pour faire un Ironman. Avec l'expérience, surtout avec quelqu'un qui vient du vélo, il y a les chances de réussite sont beaucoup plus grandes. Écoutez, merci à tous pour votre partage. Je vois plus de questions. On a essayé de caler le tout en 30 minutes. On a un petit peu dépassé déjà. S'il y a une dernière question, allez-y. Mais sinon, bah, écoutez, on va vous libérer pour ce soir, hein. On va réorganiser ces webinaires chaque mois sur des thématiques différentes. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous suivre. En tout cas, vous serez alerté par newsletter ou sur les réseaux pour que chaque mois, effectivement, sur une thématique, je n'ai même plus le thème suivant. Je ne sais pas si tu l'as, Yves, je ne me rappelle plus de tête. Si c'est pour le comment choisir son vélo. D'accord, bah voilà, thème du mois prochain, comment choisir son vélo. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à bien nous suivre sur les réseaux parce que Yves abordera tous les points techniques sur ce sujet-là. Bah, écoutez, merci à tous pour cet échange et puis à la prochaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci pour les questions. Ciao. Salut Vincent.